Imagine que tu termines tes études de médecine après 10 ans, mais tu n'es pas un médecin normal, car tu te consacres à guérir des gens avec des maux étranges, des gens qui ont une partie de leur corps transformée en nourriture, à cause d'un excès de tristesse ou de stress. C'est-à-dire que tu es, en gros, un psychologue, et tu dois aider chacun de tes patients à surmonter leurs traumatismes les plus profonds. C'est l'histoire du docteur Ramun, qui est dans son cabinet en attendant qu'elle arrive. Sa première patiente, Koto, qui désespérée par sa situation, a consulté un médecin ordinaire, mais le docteur ne la croit pas et l'a rapidement renvoyée, laissant Koto encore plus confuse. Dehors, elle rencontre Kuro, un jeune homme sérieux, qui lui dit qu'il connaît quelqu'un qui peut l'aider, un médecin spécialisé dans ce genre de maladie. Kuro l'emmène chez le docteur excentrique Ramun qui, au début, ne peut s'empêcher de rire et de se moquer de Kuro, insinuant qu'il l'a peut-être sauvé de force. Cependant, il arrête de plaisanter quand Kuro le frappe à la tête pour qu'il se concentre sur la situation. Ramun devient sérieux et explique à Koto que les gens peuvent tomber malades à cause de virus ou de bactéries lorsque leur corps est affaibli, mais que, si le problème vient du cœur, quelque chose de mystérieux peut s'infiltrer dans le corps et causer des ravages. Cependant, Ramon assure à Koto qu'il peut la guérir, mais d'une manière peu conventionnelle. Pour commencer, Ramon met un film triste et le lance dans le but de voir combien de mayonnaise sort des yeux de Koto. Cependant, à sa grande surprise, c'est lui qui finit par pleurer devant le film. Kuro, sarcastique, il commande que l'enfant dans le film est très doué pour pleurer. À ce moment-là, Koto le fait une surprise en remerciant pour le commentaire, révélant qu'elle est en fait l'actrice qui a joué ce garçon. Ramun, toujours curieux, demande à Koto de pleurer à cet instant. Mais cette fois, ce qui sort de ses yeux, c'est de la sauce soja. Koto confirme qu'il peut pleurer divers condiments, comme le ketchup, mais il ne se souvient plus quand. C'était la dernière fois qu'elle a pleuré des larmes normales, car depuis qu'elle est petite, on lui a dit qu'elle devait garder ses larmes pour jouer. Ramun donne un thé spécial à Koto, avec le temps, elle devrait arrêter l'apparition des condiments. De plus, il lui remet des lentilles de contact qui arrêteront temporairement les condiments, mais il prévient qu'elles ont de forts effets secondaires, donc elle ne doit pas les utiliser trop longtemps. De retour chez elle, Koto se prépare un thé et déjeune. En le faisant, elle se souvient de comment sa mère était plus heureuse et lui préparait des plats faits maison. Cependant, à mesure que Koto est devenue plus célèbre, sa mère s'est tellement occupée de sa carrière qu'elle a commencé à acheter de la nourriture rapide au lieu de cuisiner. Sans avertissement, Koto commence à exprimer ce qu'elle a gardé dans son cœur, révélant qu'elle veut en réalité arrêter de travailler comme actrice, ce qui met sa mère en colère. Ramun, qui observait en secret avec un dispositif spécial, explique que Koto réprime ses émotions depuis longtemps et que les condiments qu'elle pleure sont une façon pour son corps d'exprimer ses émotions. Elle révèle aussi que le thé qu'il lui a donné est complètement normal, mais que la théière est un artefact magique appelé théière des lèvres déliées, et quiconque boit dedans ne peut s'empêcher de dire la vérité. Pendant plusieurs jours, Koto n'a pas pu s'empêcher de dire des choses qui dérangeaient habituellement sa mère. Incapable de le supporter plus et préoccupée par son travail, Koto décide de mettre les lentilles de contact. Cependant, en les mettant, elle commence rapidement à se sentir épuisée. Lors d'une interview, Koto s'effondre et Ramun apparaît, lui rappelant qu'il l'avait averti des effets secondaires des lentilles si elle les utilisait trop. Ramun montre à Koto que ses bras et ses jambes se sont assombris, signe que les lentilles ont été en train de supprimer tous les condiments dans son corps. Koto avoue qu'elle ne voulait pas utiliser le thé parce que chaque fois qu'elle disait ce qu'elle pensait vraiment, cela finissait toujours par causer des problèmes à sa mère. Ramun, avec son attitude désinvolte mais sage, lui dit qu'il est ce normal de causer des problèmes aux autres. Même lui cause des problèmes à Kuro. Étonnamment, la mère de Koto intervient, prête à payer n'importe quel prix pour la guérison de sa fille. Alors, Ramun verse le thé dans la bouche de Koto, et elle commence à dire tout ce qu'elle a gardé en elle pendant si longtemps, qu'elle veut jouer, qu'elle regrette la nourriture faite maison de sa mère et qu'elle souhaite arrêter de travailler. Soudain, une lumière étrange émerge de Koto et commence à détruire les vêtements, les chaussures et les bijoux de sa mère, les réduisant en cendres. Ramun explique que tout ce qui a été détruit était ce que la mère de Koto avait acquis aux dépens des sentiments de sa fille. Si cela ne s'était pas produit, Koto aurait été celle qui se serait transformée en cendre. Bien que Koto s'excuse d'avoir fait perdre à sa mère ses objets les plus précieux, Ramun lui demande si elle veut vraiment les récupérer. S'il en est ainsi, il lui dit qu'il pourrait lui rendre ses bras, ses jambes ou les sentiments de Koto comme avant. Dans un moment émotionnel, la mère de Koto serre sa fille dans ses bras et lui dit qu'elle ne veut plus récupérer ses choses. Après avoir été sortie de l'hôpital, Koto, sa mère, Ramun et Kuro vont au parc pour profiter de la floraison des cerisiers et de la nourriture faite maison de la mère de Koto. En goûtant la nourriture, Koto est si émue qu'elle commence à pleurer. Inquiète, elle demande si elle est encore malade, puisque ses larmes sont salées. Ramun, avec un sourire, il lui assure que ce sont les larmes normales qui auraient toujours dû sortir. Katsumata est un jeune homme avec un problème plutôt inhabituel. Son petit ami s'est transformé en un gâteau de poisson chikwa, désespéré. Le garçon se rend dans un hôpital proche, où il est dirigé vers le docteur Ramune. Quand il arrive,
il trouve Ramune distrait et se lamentant parce que la fille qu'il aime a un petit ami, l'ignorant complètement jusqu'à ce que Kuro lui donne un coup sur la tête pour qu'il se concentre. Ramune explique alors que ce qui se passe est l'œuvre du mystérieux, quelque chose entre une maladie rare et un phénomène surnaturel. Heureusement, il se spécialise dans le traitement de ces cas. Ramune demande à Katsumata s'il sait quelle est la cause de sa maladie. Katsumata nie, mais Kuro remarque une bague à son annulaire. Katsumata désespère et exige que Ramune fasse quelque chose pour régler sa situation. Le docteur lui répond que cela pourrait prendre une semaine, un mois ou, dans le pire des cas, un an. Face à cela, Katsumata dit qu'il se moque du traitement à long terme, car il a un rendez-vous ce soir même et demande une solution temporaire. Face à la demande, Ramune sourit de manière inquiétante et ordonne à Kuro d'apporter quelque chose de l'étagère rouge au 3e étage. Kuro sort un tissu spécial appelé Furoshiki. Ramune lui montre son pouvoir en écrivant quelque chose sur son bras, puis en le couvrant avec le tissu, faisant disparaître l'écriture. Il lui explique que tout ce qui est caché sous le tissu sera enveloppé de mensonges. Katsumata, tout excité, prend le tissu et appelle l'une de ses petites amies pour confirmer qu'il ira au rendez-vous. Après le départ de Katsumata, Kuro dit à Ramune que ce n'était pas la meilleure option. Ramune, tout en bandant son bras brûlé et rouge, commente que c'était le choix de Katsumata. Plus tard, Ramune et Kuro se rendent dans un restaurant pour dîner où ils sont accueillis par une serveuse sympathique et attirante, dont Ramune tombe instantanément amoureux. Au cours de la conversation, la serveuse leur demande quelle est leur relation, ce à quoi Ramune répond que Kuro est son assistant. Alors qu'ils discutent avec la serveuse, ils découvrent que son petit ami est Katsumata, ce qui laisse Kuro confus, car Katsumata avait dit qu'il avait un rendez-vous. Mais sa petite amie travaillait encore au restaurant. La scène coupe à Katsumata sortant de l'hôtel Sleep Koala, avec une fille différente. Quand la fille s'en va, Katsumata enlève la bague qu'il portait et en met une autre, différente, juste avant de retrouver Kaori, une 3e fille, avec qui il entre aussi à l'hôtel. Dans un rêve, Katsumata se souvient de sa première rencontre avec la serveuse. Ses amis se moquent de lui d'avoir été découvert, en train de tromper à nouveau, et en conséquence, il reçoit un coup. La serveuse s'approche de lui et lui donne de la glace pour qu'il se la mette sur le bleu. À travers plusieurs flashbacks, nous découvrons que Katsumata a donné à la serveuse une bague qu'elle porte en collier, puisqu'il considère son annulaire comme quelque chose de très important, le réservant pour une relation sérieuse. En se réveillant, Katsumata va aux toilettes et se rend compte que son chikuwa a commencé à pourrir. Pendant ce temps, Ramune et Kuro profitent de leur propre plat de chikuwa, quand Katsumata interrompt leur repas. Accusant Ramune de lui avoir menti, Ramune nie le fait pas que le tissu le guérira et reproche à Katsumata d'avoir profité de la capacité de cacher des choses avec le tissu, disant qu'il est normal qu'ils doivent maintenant payer le prix. Quand Katsumata demande quel est ce prix, Ramune lui dit qu'il est équivalent à tous les mensonges qu'il a dit. Katsumata tombe au sol en pleurant et Ramune lui avertit que son compagnon va pourrir complètement. De plus, il lui dit que s'il utilise le tissu pour cacher qu'il a perdu cette partie de son corps, il en perdra encore plus. Désespéré, Katsumata supplie pour un remède, promettant qu'il fera tout ce qu'il faut. Ramune lui ordonne de mettre les 7 bagues qu'il avait pour les 7 filles avec lesquelles il jouait en même temps. Quand il le fait, Ramune lui plante une aiguille dans l'entrejambe pour extraire le mystérieux et le réinjecte dans son annulaire. Un matin, comme un autre, Kuro se dirige vers l'école, mais il est intercepté par Ramune, qui utilise l'un de ses gadgets pour lui parler. Ce qui ne plaît pas vraiment au garçon, car il préfère rester discret et ne pas avoir un oiseau sur la tête qui crie son nom. C'est le genre de choses qui attire l'attention. Le docteur invite Kuro à visiter la boutique des raretés, pleine d'objets étranges, et Kuro, qui ne peut pas s'en empêcher, accepte de l'accompagner. À vrai dire, la boutique que Kuro espérait être un endroit plein de mystères se révèle être une boutique ordinaire, ce qui déçoit un peu le garçon. Kuro est accueilli par Nico, le gentil propriétaire de la boutique, qui le fait un signe et lui touche la tête, déduisant par ce geste combien il mesure et le ton de sa voix. Il lui demande donc s'il va encore à l'école primaire, ce qui met en colère le petit Kuro. Nico et le docteur guident Kuro derrière la boutique, où se trouve la véritable boutique des raretés, et celle-ci mérite vraiment son nom. Le garçon leur dit que ça ressemble plus à une boutique d'antiquité, et Nico lui répond que c'est vrai, ce qui fait que parfois certaines personnes la visitent par accident. Le trio attend à la table l'arrivée de la grand-mère de Nico, qui était en charge de la boutique jusqu'à ce qu'elle ait 103 ans, et il lui a été laissé pour qu'il s'en occupe. Soudain, une petite fille entre dans la pièce, et Kuro est surpris de découvrir que cette fille n'est autre qu'Ayame, la grand-mère de Nico, qu'elle, malgré son apparence jeune, a 112 ans, car elle est le produit de la réincarnation et a les souvenirs de sa vie antérieure. Ayame demande au docteur ce dont elle a besoin et elle lui demande un nouvel ensemble de porte-visières, ce qui surprend également Kuro, qui ne savait pas que ces choses étaient fabriquées. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu, car Ayame dit à Ramune d'aller la baiser. Il manque un ingrédient pour fabriquer les portes dont elle a besoin, donc elle devra terminer un autre jour. Comme il n'y a pas d'autre choix, nos protagonistes restent chez Ayame pour passer le temps, quand Nico leur fait remarquer qu'il y a une personne à côté d'eux qui n'était pas là avant. Ramune est surpris par la visite inattendue, et l'homme leur dit qu'il en a assez de frapper à la porte et qu'il est donc entré, car il a des objets anciens
à vendre, Ayam se rend compte qu'il y a un objet étrange parmi ces choses et elle achète la boîte. Mais quand elle dit à l'homme qu'elle est intéressée par la queue de chat qu'il porte en pendentif, l'homme, qui a maintenant un air sinistre, lui dit que le pendentif n'est pas à vendre. La vieille dame dit à Ramun qu'il a de la chance, car l'homme a l'ingrédient dont ils ont besoin pour terminer les portes. Et elle soupçonne que c'est le même homme qui a volé des boutiques d'antiquités dans le coin. Ces vols ont été commis sans violence. C'est pourquoi Ayame déduit que la queue de chat est un objet étrange qui rend l'utilisateur invisible, ce qui explique pourquoi personne ne l'a entendu entrer. Cependant, comme c'est souvent le cas avec les objets étranges, tout a un prix, et dans ce cas, si le voleur utilise trop longtemps la queue de chat, il deviendra invisible pour toujours, se transformant en un mort-vivant. Ayame se moque, disant que ce serait une fin appropriée pour un voleur. Mais Ramun ne peut pas s'en empêcher, et court à son secours. Quelque chose qu'Ayame avait déjà prévu qu'il ferait, car elle connaît bien son bon cœur. Cependant, le docteur ne peut pas trouver le voleur. Mais Kuro lui dit que l'homme avait encore des choses à vendre, donc il ne doit pas être trop loin. Au magasin, Nico demande à Ayame ce qu'ils vont faire. Et elle lui dit que, comme c'est souvent le cas, quand une personne utilise un objet étrange, c'est l'objet qui finit par l'utiliser. Lorsque Ramun et Kuro arrivent chez le vendeur, ils essaient de l'avertir que s'il continue à utiliser l'amulette, elle disparaîtra. Mais le garçon lui assure qu'il le sait déjà et qu'il l'a utilisée en toute connaissance de cause. Le garçon leur demande de l'aider, mais soudain son attitude change. Et Ramun se rend compte qu'il est déjà en train d'être possédé par l'objet. Le garçon possédé assure qu'il ne laissera pas qu'on le scelle à nouveau et qu'il va devenir plus fort en consommant la présence de plusieurs humains. Alors il dit à Ramun qu'il va manger sa présence. Mais à ce moment-là, Nico et Ayame apparaissent. Ayam défie l'entité à un pari. S'il gagne, il peut emporter la présence de nos 4 protagonistes. S'il gagne, il récupère la queue de chat et l'entité doit rendre au garçon sa présence. Alors, l'entité assure que le pari sera un jeu de cache-cache. Ils ont 4 minutes pour le trouver dans le parc. Oui, lui qui peut devenir invisible. 1 minute pour chaque participant. Malgré cela, Ayame accepte le pari et l'entité marque nos 4 protagonistes avec une marque maudite. Le jeu commence et le garçon devient invisible. D'abord, Kuro commence la recherche et ne parvient pas à le trouver. Ensuite, Ramun fait de même et échoue aussi. C'est le tour d'Ayam qui utilise un œil de renard pour le chercher, car elle peut voir les présences non humaines. Ramun est en crise parce qu'il sait que cela n'aidera pas, car étant un humain possédé, le corps est humain et ne se montrera pas à travers l'œil du renard. Ramun pense qu'ils ont perdu et l'entité croit qu'elle a gagné, mais tout cela fait partie du plan d'Ayam. C'est le tour de Nico. Alors, Ayam explique que Nico est aveugle, et même s'il ne peut pas voir avec les yeux, il perçoit le monde avec le reste de ses sens. C'est pourquoi, en lui faisant croire qu'il a gagné son cœur, cela s'est accéléré et Nico peut l'entendre en quelques secondes. Nico trouve l'entité et en touchant sa main, il se scelle à nouveau. Ayam utilise une seringue pour extraire ce qu'il y a à l'intérieur de la queue de renard, puis il s'occupe du corps du garçon. En attendant que sa présence revienne, cette nuit-là, après avoir résolu le problème, Ramun et Kuro quittent la boutique de Rarezas et poursuivent leur chemin. Alors qu'ils sont chez eux, Ramun allume un spirale et Kuro sent une odeur étrange. Ensuite, le docteur explique que les gens normaux ne peuvent pas sentir cette odeur, donc seuls ceux qui souffrent de maux étranges s'approcheront de l'endroit sans s'en rendre compte. Quelques secondes après avoir dit cela, un garçon de l'école secondaire apparaît en demandant de l'aide, car du jour au lendemain, ses ongles se sont transformés en piment. Sohaharu commente qu'il a essayé de les couper, mais c'est trop dur et qu'il a aussi essayé de les faire bouillir, mais ça ne fonctionne pas. Alors, Ramun explique que les maladies rares peuvent être causées par quelque chose de connu sous le nom d'étrange, et que souvent cela a à voir avec le stress. Sohaharu se rend compte alors de ce qui pourrait être la cause, sans que le garçon ait besoin de lui dire quoi que ce soit. Ramun envoie Kuro chercher un coupe-ongle pour les maux étranges. Cependant, le coupe-ongle est dans un sac, et Sohaharu ne peut même pas défaire le fil qui ferme le sac. Ramun explique alors que le coupe-ongle décide qui peut l'utiliser, car il est très fier. Sohaharu est déçu, car il ne pourra clairement pas l'utiliser. Mais Ramun lui dit d'imaginer qu'elle l'interviewe, qui il est et de quoi il est capable. Quand il se considérera digne de l'utiliser, le nœud se défera. Sohaharu s'en va avec le sac en main et se dirige vers le lycée comme d'habitude. Au lycée, nous faisons également la connaissance de Bungo, le plus populaire de la classe. Sohaharu est appelé dans la salle des professeurs, et le professeur le gronde, sachant qu'il est un bon élève, et il a vu qu'à l'examen, il a terminé avant le reste de ses camarades, mais il a décidé d'effacer ses réponses et de les refaire intentionnellement. Avec affection, le professeur lui dit de ne pas recommencer, devant les yeux pleins de haine de Bungo. Plus tard, en le cours d'athlétisme, Sohaharu montre qu'il est très rapide dans ce sport, face à la colère de Bungo et ses camarades ébahis. Personne ne s'attendait à cela d'un nerd. Sohaharu ne parvient qu'à devenir nerveux. Après le cours d'athlétisme, Sohaharu enlève ses lunettes pour se laver le visage et Bungo les prend en disant qu'il sait qu'elles ne sont pas correctrices. Quand les filles de la classe voient Sohaharu sans lunettes, elles ne peuvent pas croire que leur camarade nerd soit si beau. En classe, les filles commentent le beau visage de leur camarade. Et quand vient le moment de passer l'examen, Sohaharu essaie à nouveau de répondre mal. Mais le professeur, en voyant cela, lui prend l'examen des mains et lui interdit de répondre mal intentionnellement. En remettant les notes, Sohaharu a une note parfaite et le nœud du sac commence à se défaire. Alors, il se
souvient des mots de Ramune sur le fait de ne plus cacher ce qu'il est vraiment et de montrer ce qu'il peut faire. Plus tard, Ayame explique qu'une douleur comme celle des Chile n'afflige que les personnes qui sont trop talentueuses. Kuro se demande pourquoi quelqu'un cacherait ses talents, et Ramune explique que cela peut avoir à voir avec leur relation sociale. Sohaharu veut se libérer de ses Chile, mais il sait que s'il montre qui il est vraiment, cela pourrait affecter Bungo. Ensuite, nous voyons à travers un flashback que Bungo et Sohaharu ont toujours été de grands amis, mais faisant les mêmes activités et partageant tout, toujours, Sohaharu était celui qui gagnait. Dans les compétitions d'athlétisme, dans les épreuves d'entrée au lycée et même avec les filles, Sohaharu ne l'a jamais fait exprès, et Bungo ne lui a jamais rien demandé. Mais voyant que Bungo souffrait en silence, du fait d'être toujours inférieur à lui, Sohaharu a décidé de se cacher pour que son cher ami puisse avoir tout ce qu'il voulait. Dans le présent, Bungo demande à Sohaharu de parler avec lui. Il lui dit qu'il s'est rendu compte que Sohaharu fait semblant d'être moins bon qu'il ne l'est à cause de lui. Bungo lui dit d'arrêter de faire semblant, car c'est juste insultant, étant donné qu'il le fait par pitié. Ensuite, il le défie à une compétition d'athlétisme le lendemain, l'obligeant à donner le meilleur de lui-même. Ramune explique à Sohaharu que ce qu'il fait ne fait que minimiser Bungo. Pour récupérer leur amitié et sauver ses mains des Shield, il doit arrêter de cacher ce qu'il est vraiment et concourir sur un pied d'égalité. Le lendemain, Sohaharu arrive au lycée sans ses lentilles et dit à Bungo qu'il se battra contre lui de toutes ses forces. Malgré cela, Bungo remporte la course d'athlétisme de manière totalement légale et sans pitié de la part de Sohaharu, ce qui les réconcilie à nouveau. Plus tard, Sohaharu parvient à ouvrir le sac du Cortaunias et Ramune est ému, car il ne l'avait jamais vu fonctionner. Alors, Sohaharu injecte la seringue dans ses ongles et ils commencent à tomber un par un. Ramune demande comme paiement pour son travail de garder les chins. Et ensuite, il en remet un à Kuro, expliquant que l'emporter avec lui fera fuir certains types de choses étranges. En nettoyant, Ramune voit un garçon en train de prier près de lui et se souvient l'avoir vu à plusieurs reprises ces derniers temps. Alors il s'approche pour lui demander ce qui se passe. L'enfant se présente comme Ryo, et il lui dit qu'il est là parce qu'on dit partout que ce sanctuaire guérit des maladies étranges et que sa mère a une maladie étrange. Ramune se présente comme le docteur des maladies étranges et se rend au sanctuaire pour discuter avec Ryo. Quelques secondes plus tard, la mère de Ryo apparaît avec son autre fils, Yu, et lui dit qu'elle a un gros problème. Ses oreilles sont devenues plates. Alors qu'elle prenne le thé, la femme lui dit qu'elle a essayé de les couper et de les percer, mais rien de tout cela ne fonctionne, et qu'elle a cette douleur depuis octobre de l'année dernière, ce qui est un gros problème, car elle ne peut pas entendre ce que les gens disent. Quand Ramon entend le nom de Yu, lui et Kuro échangent un regard intrigué. Ramon explique que les douleurs peuvent survenir à cause du stress, et demande s'il s'est passé quelque chose en octobre de l'année dernière. Le regard de Ryo devient sombre, mais la femme dit qu'il ne s'est rien passé, même si parfois elle se sent l'esprit embrouillé et la mémoire floue. Mais actuellement, elle consulte un psychiatre. Quand elle laisse le thé sur la table, il faillit tomber sur Yu, et la femme s'inquiète car Yu pourrait se brûler à nouveau. Mais l'enfant assure qu'il va bien. Quand Kuro commence à parler, les gyozas commencent à faire du bruit dans les oreilles de la femme et tout devient sombre. Kuro ressent cette vibe sombre, mais la femme s'excuse en disant qu'elle n'a pas réussi à entendre la dernière partie. Kuro s'apprête à parler, mais Ramon l'arrête et assure qu'il comprend que les gyozas enveloppent parfois les voix. Mais cela ne devrait pas être une gêne dans sa vie quotidienne. Cependant, la femme explique qu'elle ne peut rien entendre de ce que dit Ryo. Depuis octobre de l'année dernière, ils ne peuvent même plus converser, désespérés. Elle demande de l'aide au docteur. Ramune explique que les voies auditives ne semblent pas être bloquées, et que seules certaines voix s'entendent fort, c'est-à-dire que ses oreilles distinguent les différentes voix, mais les gyozas décident de bloquer certaines délibérément, comme c'est le cas de la voix de Ryo. Lorsque vous parvenez à supprimer le blocage de ces voix particulières, les gyozas laisseront les oreilles de la femme d'elle-même. Ensuite, il explique que c'est un problème de cœur, pas de logique, donc il doit réfléchir. Quelle est la raison pour laquelle ses oreilles bloquent la voix de Ryo? Et une fois qu'elle saura la raison, elle pourra y retourner avec Ramune quand sa mère ira aux toilettes. Avec Yu, Ryo prend la main de Ramune et lui demande de ne pas la lâcher, car tout le monde lui dit de revenir à un autre moment. Et il ne peut plus supporter de continuer ainsi et fera tout pour résoudre le problème. Alors, Ramune lui dit qu'il existe une autre façon, bien que Kuro essaie de l'en empêcher, car ce n'est qu'un enfant. Après s'être assuré que Ryo a des organes génitaux masculins, il lui montre des objets appelés perles de voix nocturnes, qui en réalité sont des coquillages. Ramune explique que le prix pour sauver sa mère est sa voix, et il remet alors l'objet à Ryo. La famille s'en va, et Ramune et Kuro discutent, disant qu'ils savent quelle est la cause qui met tout le monde dans cet état, même s'ils ne comprennent pas la mère, car il y a quelque chose de bizarre chez elle. Quand ils sont sur le point d'arriver chez eux, un homme essaie de parler à la mère, mais encore une fois, les oreilles de Yosa ne lui permettent pas d'entendre. Ryo dit à l'homme d'arrêter de venir tous les jours, car ils ne veulent pas lui parler. Et quand il en parle au père de Ryo, le père ferme simplement le rideau pour ne plus avoir à voir l'homme. Ramune, qui voit tout grâce à son étrange appareil, commence à comprendre un peu mieux la situation. Plus tard, pendant que Senan mange des gyozas, Ramune explique que les gyozas cachent un grand piquant à l'intérieur. Donc la mère doit mettre tous les mots qu'elle ne veut pas entendre dans ses gyozas. Alors, nous voyons qu'en réalité, Yu n'existe pas, et la mère lui parle toujours dans le vide, croyant que son fils Yu
Ryu est là. De son côté, Ryo pense que c'est entièrement de sa faute, donc il est prêt à perdre sa voix pour sauver sa mère, car c'est le minimum qu'il puisse faire après avoir causé tant de douleur à sa famille. Alors, nous découvrons un flashback des événements. En octobre, Ryo et sa mère se sont disputés. Yu voulait dire quelque chose à sa mère, mais elle ne l'a pas entendu parce qu'elle s'excusait auprès de Ryo. Yu a décidé d'aller faire des courses à ce moment-là, et c'est là qu'un étranger l'a cherché dans le supermarché et l'a enlevé. Après une semaine sans nouvelles de Yu, la famille reçoit une boîte devant sa porte. En l'ouvrant, ils trouvent un des membres de Yu. Les nouvelles ont confirmé que Yu avait été retrouvé mort, et à ce moment-là, la mère, fatiguée d'entendre de mauvaises nouvelles sur son fils, a décidé de ne plus en entendre. À ce moment-là, les gyoza dans ses oreilles ont grandi, et à ce moment-là, il a commencé à avoir des hallucinations, et voir Yu à ses côtés, comme si rien de tout cela n'était arrivé. Dans le présent, après quelques jours, Ryo continue de chasser de chez lui ceux qui veulent l'interviewer pour retrouver le meurtrier de son frère. En arrivant chez lui, il voit que les oreilles de sa mère se sont complètement transformées en gyoza, si bien qu'elle ne peut plus rien entendre du tout. Il court au sanctuaire et demande au docteur Ramune pour qu'il les aide. Tous deux courent vers leur maison, mais en chemin, Ryo entend un bruit et pense qu'il pourra retrouver son frère. Alors il commence à courir à travers la forêt. Ramune le court après et Ryo se retrouve presque au bord d'une falaise. Ramune décide de l'enlacer et de tomber avec lui pour amortir le choc. Après la chute, Ryo ouvre les yeux de douleur, mais sain et sauf, mais Ramune est à côté de lui, immobile. Ryo, désespéré, pense que Ramune a perdu la vie, mais Ramune se relève, blessé, et lui dit de ne pas l'abandonner. Bien qu'il ne pense pas qu'il soit possible de grimper la falaise, surtout à cause de la pluie à ce moment-là, avec la sueur coulant sur son visage et une grosse bosse sur son ventre, Ramune décide de faire semblant que tout va bien. Et prendre soin de Ryo s'abrite de la pluie. Il demande à propos de sa mère. Ryo raconte que les gyozas poussent encore et qu'il couvre presque ses oreilles, donc il ignore son avenir. Ramune explique sincèrement que deux issues possibles, ou les gyoza poussent suffisamment pour couvrir ses oreilles, ou enfin, elle entend ce qu'elle devrait entendre et guérit. En lui demandant ce que Ryo pense que sa maman préférerait, Ryo affirme qu'elle préférerait sûrement perdre la capacité d'entendre. Chez elle, sa mère s'inquiète parce que Ryo n'est pas rentré et lui rappelle ce qui est arrivé à Yu. Ryo assure qu'il n'a pas d'autre choix que d'utiliser l'objet. C'est étrange, car après tout, tout est de sa faute. Il prétend qu'il avait peur de le faire. Mais il est clair que sa mère le déteste, et c'est pourquoi elle ne veut pas l'écouter, surtout lui, car elle croit aussi que c'est de sa faute ce qui est arrivé à Yu. Mais arrivé à ce point, il décide qu'il utilisera l'objet, même si cela signifie perdre sa voix. Ramon joue avec ses cheveux et lui dit qu'il ne doit pas laisser ses doutes l'aveugler, car s'il veut surmonter ses peurs, il doit les affronter. Après ces mots, Ramon lui dit qu'il doit dormir parce qu'il est fatigué, et alors il tombe au sol, désespéré. Ryo essaie de contacter sa maman à travers l'autre coquillage. Cette nuit-là, son père et sa mère sortent sous la pluie à la recherche de Ryo, sans succès. Le lendemain, Kuro se dirige vers le sanctuaire et se rend compte que Ramune n'est pas rentré cette nuit-là, alors il décide d'aller chez les parents de Ryo. En arrivant là-bas, on leur dit que Ryo n'est pas rentré, et tout le monde en conclut que Ryo et Ramune doivent être ensemble, mais personne ne sait où ils se trouvent. Alors, Kuro leur parle des coquillages qu'il utilise pour communiquer, et en voyant qu'il a une perle, cela signifie que Ryo a essayé de communiquer par là, mais si la perle grandit, Ryo finira par perdre sa voix, donc il ne pourra pas parler chaque fois qu'il le voudra, et ils doivent les trouver le plus vite possible. Comme la mère ne peut pas entendre Ryo, le père se propose de le faire, lui. Mais Kuro explique que l'objet ne fonctionne qu'entre la mère et l'enfant, donc tout dépend d'elle. Bien qu'elle sache que quelque chose de mauvais va se passer, elle décide d'aller voir Ryo. Alors, les gyozas s'ouvrent, et elle commence à entendre tout ce qu'elle avait gardé là. Pendant ces mois, les nouvelles sur Yu, la police, les intervieweurs, etc. La mère essaie de ne plus l'écouter, mais le père lui demande de continuer, car c'est la seule façon de sauver Ryo. Lamar supporte alors tous les mots sur Yu qu'elle avait essayé d'éviter, et à ce moment-là, les gyozas tombent de ses oreilles. Ainsi, elle commence à entendre la voix de Ryo, qui leur dit exactement où ils seront. Kuro court vers la forêt et dit aux parents de chercher de l'aide, d'appeler une ambulance, etc. Alors, il laisse des marques avec du ruban adhésif pour que, lorsque l'ambulance et la police arriveront, ils puissent les trouver plus rapidement. En arrivant, il voit que Ryo n'a plus de voix. Kuro ouvre sa trousse de secours pour soigner les graves blessures de Ramune, quand il voit sous ses vêtements ce qui le met en colère. Quelques minutes plus tard, l'ambulance arrive et ils emmènent Ramune, alors que Ryo et sa mère s'enlacent et lui présentent des excuses, car il a perdu sa voix à cause d'elle. Plus tard, Kuro rend visite à Ramune à l'hôpital, et après lui avoir donné des vêtements propres, il le gronde avec colère, car il a vu qu'il avait une porte de vision sous ses vêtements et le moqueur, ce qui signifie qu'ils auraient pu le sauver bien plus tôt. Ramune explique que si Ryo avait été en danger, il les aurait utilisés tout de suite, mais comme ce n'est pas arrivé, il a profité de la situation pour sauver Ryo et sa mère. Kuro le fait des reproches, parce qu'il s'inquiète aussi pour la santé de Ramon. Puis il lui dit qu'il a trouvé un plan pour emmener Ryo
Rio afin que le plan fonctionne. Mais tout s'est effondré quand ils sont tombés dans le ravin, bien que cela ait aussi servi. Cependant, il affirme qu'une partie de ce plan avait l'autorisation du père de Rio. Plus tard, Ramune visite la chambre de Rio à l'hôpital. La mère le remercie, car grâce à lui, Rio n'a pas une égratignure. Ramune enlève la perle et se rend chez Rio, que Rio a nourri avec sa voix, et lui dit qu'il doit l'avaler, et qu'elle va fondre. Au fur et à mesure qu'il converse avec sa mère, il réussira à retrouver complètement sa voix. Rio est ému, car tout ce qu'il voulait, c'était pouvoir parler à sa mère à nouveau. Après plusieurs jours à l'hôpital, Ramune est heureux car il va enfin pouvoir partir, bien que Kuro lui rappelle qu'il devrait se reposer, car il a été trop gravement blessé à cause de la chute. Alors qu'il marche dans les couloirs, il rencontre un camarade de Kuro, Shun Aona, un garçon très étrange qui a 3 yeux sur sa tête, en plus des 2 de son visage. Et quand Ramune s'approche de lui, une colombe s'échappe de son corps. Shun explique alors qu'un jour il a eu l'idée que le popcorn était un petit cerveau, et à partir de ce jour, le popcorn a commencé à sortir. En voyant qu'il s'agit d'un cas étrange, Ramune lui dit qu'il ne doit pas le prendre à la légère et qu'il doit lui parler. Ensuite, Shun lui dit que le problème du popcorn a commencé récemment et qu'ils sortent tout le temps, ce qui le rend très triste. Mais ce qui le rend triste, c'est qu'elles disparaissent. Car une fois qu'elles sortent et touchent quelque chose de concret, les colombes s'évanouissent comme du sable. Ramune lui demande s'il est allé à l'hôpital à cause des colombes, et Shun explique qu'il est allé à l'hôpital pour rendre visite à sa mère. Alors, son attitude est agréable et un peu étrange. Tout à coup, il change pour une attitude complètement sombre. Shun casse la poupée qu'il était en train de construire à ce moment-là, car il se souvient de la promesse qu'il a faite à son père. Son père lui a dit que sa mère est à l'hôpital à cause de Shun, qui fait toujours beaucoup de choses. C'est pourquoi il a promis d'arrêter de faire des choses sans prêter trop attention à l'histoire de la mère. Ramune remet à Shun un sac contre l'étrange, qui est utilisé pour attraper l'étrange, donc si vous mettez du popcorn là-dedans, il ne disparaîtra plus, et vous pourrez arrêter de vous sentir triste à ce sujet. Cependant, Ramune dit qu'il doit réfléchir pourquoi des colombes sortent de lui et pourquoi il est triste. C'est seulement ainsi qu'il pourra guérir. Mais en attendant, il peut utiliser le sac contre l'étrange. Après que Shun soit parti, Ramune assure qu'il est très talentueux pour faire des choses avec du papier, de l'origami et ce genre de choses. Kuro lui dit qu'il est super talentueux. Tout le monde à l'école l'adore et l'admire, et il a même sa propre exposition. Mais il y avait tellement de monde qu'il est devenu nerveux. Cela fait penser à Ramune que ses parents devraient être très fiers de lui. Il ne comprend pas pourquoi il lui demande d'arrêter certaines choses. Nous voyons donc que le père de Shun est trop strict. Il est inquiet de voir que Shun passe son temps à faire des choses amusantes avec des papiers et objets et à jouer avec eux. Et cela l'angoisse de ne pas pouvoir lui dire. Le père, après l'avoir blâmé, demande à Shun d'arrêter de faire des choses pour jouer et à la place, de se mettre à étudier pour pouvoir hériter de son entreprise. De son côté, Ramune s'inquiète que Kuro n'ait pas d'amis à l'école. Alors, il lui demande de surveiller Shun pour qu'il soit près de lui. Le lendemain, en classe, tous les camarades de Shun, on lui apporte différents objets brillants et amusants pour qu'il puisse créer des choses ludiques et artistiques. Comme il aime tant, Shun est ému et quand il commence à réfléchir à ce qu'il doit faire, avec cela, il se souvient seulement des mots de son père, lui disant que sa mère est malade à cause de lui. Alors, il dit à ses camarades qu'il ne sait pas quoi faire avec tous ces objets. À ce moment-là, beaucoup de popcorn commencent à surgir de sa tête et Kuro les met dans le sac contre l'étrange. Shun dit à Kuro qu'il ignore ce qui est arrivé aux étincelles qu'il avait dans la tête auparavant. Elles lui donnaient des idées amusantes, mais ont disparu à cause de l'étrange. Cet après-midi, Ramune dit à Kuro d'être plus gentil avec ses camarades, car il n'aura jamais d'amis, mais Kuro ne s'en soucie pas. Ensuite, il explique que les popcorns surgissent, car il est stressé et explose dans sa tête comme des popcorns. Kuro voit Shun jouant avec des boîtes. Il lui demande « Que fais-tu » Shun explique qu'il se sent vraiment mal chez lui. Il a décidé de fuir et construit une boîte en carton. Kuro, suivant le conseil de Ramune pour se faire des amis, lui dit qu'il aime tout ce qu'il fait avec son art. Et Shun est ému. Alors, il termine sa maison en carton et le décor. Il voit que des milliers d'idées surgissent dans sa tête. Plus tard, les deux parlent de ce qu'ils veulent faire quand ils seront grands. Et Shun avoue à Kuro que même s'il sait ce qu'il veut faire, il est censé reprendre l'entreprise de son père. Ce qui attire l'attention de Kuro, Shun explique qu'il ne peut pas continuer à jouer comme ça pour toujours. Et que cela fait aussi du mal à sa mère et à son père. Mais ne pas le faire, ne pas jouer comme il aime, lui brouille l'esprit et le fait se sentir lourd. À ce moment-là, Ramune apparaît dans le parc pour les gronder d'être dehors à une heure si tardive. Puis il les emmène tous les deux chez lui, avec la permission du père de Shun. Là-bas, il lui donne beaucoup d'éléments pour que Shun joue et crée des choses amusantes. Mais Shun, il n'a pas encore découvert ce qui fait que des popcorns se produisent. Le lendemain, le père apparaît chez Ramon, tout excité, car il a manqué son fils. Cependant, en voyant qu'il est entouré de choses amusantes qu'il a faites lui-même, il se fâche et le gronde de ne pas pouvoir tenir sa promesse. Ramon lui explique que c'est une partie du traitement, mais le père l'insulte. Alors,
Ramon lui demande quelle est la véritable maladie de sa mère et pourquoi il ment à son fils. Le père finit par punir Shun, qui arrête d'aller à la prépa pendant un certain temps pour étudier chez lui. Après plusieurs jours sans la présence de Jun en classe, Kuro commence à s'inquiéter et demande à Ramun comment il peut l'aider. Ramun explique que pour Shun, tout ce qui concerne les pop-corn est si naturel qu'il ne se rend pas compte de la raison. Mais pendant qu'il essaie de la découvrir, le travail de Kuro sera de protéger la bourse contre des éléments étranges. Un jour, le père de Shun va à l'hôpital le matin et Shun décide de profiter de ce moment pour aller à l'école. Alors, il entre dans la classe et tout le monde est surpris de le voir là, car il a de grandes cernes sous les yeux et une expression perturbée. De plus, Kuro se rend compte qu'il a le sac plein de pop-corn, ce qui indique seulement qu'il a été trop stressé. Shun assure qu'il a perdu son éclat et qu'il se sent trop lourd. En voyant cela, Kuro ne peut pas rester les bras croisés et décide de rendre visite à la mère de Shun à l'hôpital, où il trouve aussi Ramun. Là, ils apprennent que la raison de l'hospitalisation de sa mère n'est qu'une entorse lombaire. Et alors, il lui avoue les mensonges que son père a racontés à Shun. Le père avoue alors que lors de l'exposition de Shun, il a vu qu'il avait beaucoup de succès et que certaines personnes lui proposaient de partir à l'étranger. Alors, par peur qu'il parte, parce qu'il lui manquerait beaucoup, il a décidé de lui mentir pour qu'il abandonne son art, ne devienne pas si célèbre et reste au Japon avec ses parents. La mère, au lieu de se fâcher, dit au père qu'ils ne doivent pas lui couper les ailes, mais plutôt cultiver son talent. Et puis elle dit au père qu'il doit dire à Shun la véritable promesse qu'il lui a faite. De plus, elle remercie Kuro d'être un si bon ami pour Shun. Cette nuit-là, Shun, en voyant sa maison en carton, se rend compte que les pop-corn sont les étincelles qui disparaissent de sa tête, ce qui expliquerait pourquoi sa poitrine lui pèse tant quand elles disparaissent. En réalisant cela, il décide d'attacher une grande quantité de ballons au sac contre les objets étranges et de le lancer dans le ciel, car il pense qu'il se sentira mieux ainsi. Cependant, lorsque le sac s'éloigne, Shun s'évanouit au sol. Quand Kuro apprend que Shun n'est pas rentré chez lui, il s'inquiète et se met à courir pour le chercher. Alors, il le trouve dans le parc, évanoui. Kuro le prend par les épaules et Shun reprend conscience et lui dit qu'il a lancé le sac loin avec des ballons. Puis il s'évanouit à nouveau. Alors, Ramun et le père arrivent. Et Ramun explique que le cerveau de Shun n'a pas supporté autant de pop-corn. Il dit à Kuro de sortir le pop-corn du sac. Mais alors, Kuro doit avouer qu'il n'a pas bien accompli sa seule mission, prendre soin du sac. Ramun remet les clés du sanctuaire au père pour qu'il y emmène Shun, pendant qu'il cherche le sac avec sa porte de vision. Après un long voyage, ils parviennent à la trouver en haut d'un lampadaire. Kuro est sur le point de tomber, mais il sait que s'il se blesse, Ramun se sacrifiera pour lui et il ne veut pas que quelqu'un d'autre souffre à cause de lui. Alors, il fait un grand effort et parvient à récupérer le sac. Dans le sanctuaire, Shun reprend conscience et en se voyant entouré de nombreux extraterrestres en jouets, il se rend compte de ce qu'il veut vraiment faire. Alors, il dit à son père qu'il ne pourra pas tenir la promesse d'être l'héritier de l'entreprise familiale. À ce moment-là, nos protagonistes arrivent au sanctuaire et remettent le sac avec les pop-corn. Le père lui avoue toute la vérité et lui dit que la seule promesse qu'il doit tenir est de décorer sa chambre d'hôpital. Shun dit qu'il ne sait pas ce qu'il veut, car il n'a plus de pop-corn dans sa tête. Et alors, Ramun lui dit de manger les pop-corn du sac. Quand Shun commence à les manger, toutes les étincelles reviennent dans sa tête. Quelques jours plus tard, Shun décore magnifiquement la chambre de sa mère, qui lui dit qu'elle va maintenant guérir plus vite grâce à lui. Puis il lui dit que Kuro était là parce qu'il s'inquiétait pour lui. Le lendemain, Shun remercie Kuro pour tout et se réjouit qu'ils soient amis. Un artiste d'objets nommé Renette est récemment décédé, et il a laissé une lettre affirmant avoir caché un trésor dans son labyrinthe, et il le donnera à celui qui trouvera ses restes. Ramun souhaite donc aller enquêter. Et évidemment, Kuro l'accompagne parce que la curiosité l'emporte. En suivant les indications de la lettre, Kuro et Ramun s'approchent du manoir et voient que deux garçons en sortent complètement épuisés, donc ce ne sera pas facile. En entrant, ils découvrent que Nico et Ayam sont également là. Cependant, à ce même moment, Ramun croise son maître Momiji et décide de s'enfuir, terrifié. Mais Momiji l'oblige à s'agenouiller à ses côtés. Ensuite, nous apprenons que Ramun est totalement traumatisé par tous les coups que Momiji lui a donnés pendant l'entraînement. Les 5 décident de commencer la recherche du trésor. Mais avant d'entrer, on les avertit qu'ils ne peuvent pas apporter de téléphone portable ni d'animal de compagnie. On guide, laissant derrière eux, ils passent par les portes et se retrouvent dans une pièce remplie d'œuvres d'art créées par Renette. Après avoir observé les œuvres d'art, une nouvelle porte s'ouvre devant eux, leur disant qu'ils doivent trouver les 7 clés. En entrant, ils se retrouvent dans une pièce sans fin, remplie de miroirs. Soudain, les miroirs prennent la forme d'Ayame et de Ramun, et ils sont si identiques qu'il est difficile de les identifier. Nico utilise ensuite son ouïe pour retrouver Ayame. Même si toutes les voix sonnent semblables, il parvient à retrouver sa grand-mère. Momiji identifie le vrai Ramun comme celui avec le plus de traits de Sopenko. Après cela, ils obtiennent la première clé. En passant la deuxième porte, ils sont entourés de portes flottantes et décident de rester ensemble. Mais la magie les sépare en deux groupes. Kuro et Momiji entrent dans une pièce où ils doivent vaincre 2 armures en poignardant leur cœur. Cependant, les armures effectuent exactement les mêmes mouvements que lui. Ils doivent donc
découvrir comment les poignarder sans se faire poignarder. Kuro effectue un mouvement que l'armure ne peut pas imiter sans tomber. Et quand elle est au sol, il la poignarde. De son côté, Momiji se déplace si rapidement que l'armure n'a pas le temps de l'imiter et elle la poignarde à la grande surprise de Kuro qui n'a jamais vu quelqu'un d'aussi habile. Ainsi, ils obtiennent la deuxième clé. Ensuite, Momiji et Ramune doivent obtenir une autre clé et Momiji profite de l'occasion pour gronder Ramune de se sacrifier pour les autres car il a appris qu'il avait été hospitalisé en s'occupant de Ryo. Alors qu'il marche pour rejoindre le reste du groupe, il voit deux hommes les intimider pour qu'ils leur donnent les 5 clés qu'ils ont déjà obtenues. Avec une stratégie de Momiji et en utilisant la queue de renard qui les rend invisibles, Momiji et Ramune parviennent à vaincre les deux criminels et s'emparent de leurs clés. Ainsi, ils ont finalement obtenu les 7 clés nécessaires pour accéder au trésor. Devant eux apparaît une autre porte et Ramon est le premier à entrer, mais la porte se ferme avant que le reste du groupe puisse passer. Le temps presse et Ramon doit trouver dans une pièce remplie de choses les restes de Renette. Ramon se souvient avoir lu que Renette est morte en dessinant ses dernières œuvres. Alors il devine que ses restes se trouvent dans la plume et trouve la bonne réponse. Le trésor est un catalogue des choses de Renette et même si Ramon voulait le garder, car c'est lui qui a trouvé la réponse finale. La peur de Momiji est telle qu'il décide de le laisser à Ayame. Les jours suivants, Ramune agit de manière très pensive, quelque chose de totalement éloigné de son attitude bruyante et joyeuse habituelle. Kuro s'inquiète et décide d'aller à la maison de nouveau. Là, il trouve Momiji et celui-ci lui dit que, même si Ramune a trouvé la vraie réponse, ce n'est pas la bonne. Après une longue explication, Momiji parvient à deviner où se trouvent réellement les restes de l'artiste. Avant de les trouver, il assomme Kuro car il ne peut pas le laisser voir ce qui va se passer ensuite. En trouvant les restes, Momiji obtient le véritable trésor, le mystérieux livre ancien qu'il a tant cherché. Après avoir pris le livre, le manoir disparaît. Et découvrons l'histoire de notre protagoniste Kuro. Kuro était un enfant toujours différent, car il peut voir des choses que personne d'autre ne peut voir. Un jour, à l'aquarium, Kuro est avec sa mère et ses frères quand il dit avoir trouvé une nouvelle espèce de la faune marine. Cependant, elle est si petite qu'il est le seul à pouvoir la voir et sa mère s'inquiète et l'emmène chez le médecin. Kuro se rend compte qu'il ne peut expliquer à personne ce qui se passe et même s'il voit toujours des choses brillantes flottantes devant ses yeux, il décide de mentir en disant qu'il ne voit rien. Ainsi, avec le temps, il commence à cacher ses pensées et à mentir sur ce qu'il voit, car il ne veut pas qu'on le considère malade. En arrivant au lycée, il est devenu une personne très silencieuse et peu de gens savent qui il est. Le plus jeune des 5, il est difficile de cacher. Ses frères pensent que ses attitudes sont dues à des choses typiques de cet âge. Pourquoi quelqu'un voudrait-il se cacher? Dans sa chambre depuis si longtemps, Kuro décide de ne pas manger, inquiète ses sœurs. Mais il a un grand secret. Quand il mange, il vomit du sable noir. Il a vomi du sable, même après avoir sauté le dîner. Donc il ne comprend pas ce qui se passe. Un jour, il cherche sur internet que faire s'il voit des hallucinations. Et il finit dans un endroit où il est accueilli. Un homme avec un bâton lui dit qu'il pourra le guérir. Mais il n'y parvient pas. En rentrant chez lui, il croise le sanctuaire de Ramune. Et comme il ne veut pas retourner chez lui, il décide d'entrer. En entrant, ses hallucinations commencent à disparaître. Et il croit que l'effet de l'homme au bâton a fonctionné. Alors il décide de se reposer là parce qu'il n'a pas bien dormi. Ramune trouve Kuro en train de dormir sur le sol du sanctuaire. Et en le voyant se toucher le ventre, il décide de lui donner à manger. Quand Kuro se réveille, il trouve des onigiri devant lui. Et il les mange, car cela fait trop longtemps qu'il n'a pas dîné. Alors il s'en va sans même savoir que tout cela est grâce à Ramon. Cette nuit-là, il est heureux, car il sait que son problème peut être guéri. Le lendemain, en sortant de l'école, Ramon le cherche pour guérir sa maladie, mais comme Kuro ne l'a jamais vu de sa vie, il lui dit qu'il n'est pas malade et s'en va. Puis il demande à l'homme au bâton de l'exorciser à nouveau et il rejoint sa secte, mais cette même nuit, il vomit à nouveau du sable noir. Alors il dit à l'homme et celui-ci affirme qu'il doit aller à une sorte de camp. Pendant ce temps, le reste des gens de la secte dit que cet enfant est utile et qu'ils ne doivent pas le laisser partir. Ramune voit tout cela et décide de faire semblant d'avoir un problème pour rejoindre aussi la secte. Devant tout le monde, Ramune prouve que l'homme est un menteur et qu'il ne peut rien voir. Personne là-bas ne voit rien, sauf Kuro, qui est surpris que Ramune puisse le voir. L'homme bâton chasse Ramune de l'endroit. Mais avant cela, Ramune donne son numéro à Kuro. Avec Ramune dehors, l'homme déchire le numéro de Ramune et commence à torturer Kuro en l'enfermant dans une cellule souterraine, bien qu'il continue de croire qu'on va l'aider. Après plusieurs jours sans recevoir d'appel de Kuro, Ramune le surveille et se rend compte qu'il est enfermé dans cette secte. Il décide donc de courir pour le sauver. Ramune est entré dans la secte et utilise le tissu pour cacher la vérité, se faisant passer pour l'homme bâton. Alors, il apprend que Kuro est en jeûne depuis 3 jours et il se fâche encore plus qu'il ne l'était. Après avoir obtenu la clé, il se dirige vers la cellule où Kuro est enfermé. Là, il lui dit qu'ils doivent partir rapidement. Mais Kuro dit qu'il ne peut pas partir parce qu'il fait partie de son environnement. Entraînement pour aller mieux. Ramune se met en colère et lui crie dessus.
déçu. Puis il s'excuse. Alors, il lui dit qu'il ne pourra pas s'améliorer s'il meurt avant. Kuro soulève son uniforme et voit un trou dans son ventre d'une couleur similaire à celle de l'Arena Negra. Ramune lui prend la main et dit comprendre son mal-être et son angoisse. Le fait que personne ne le comprenne. Après un discours, il le convainc de partir avec lui et alors Ramune porte Kuro jusqu'au sanctuaire. À mesure qu'il s'approche du sanctuaire, les hallucinations de Kuro commencent à disparaître. Et alors il comprend que l'homme bâton n'a jamais eu à voir là-dedans. Ramune lui donne à manger et Kuro est surpris parce que pour la première fois, il mange sans vomir. Ramune lui rappelle qu'il n'a pas vomi les onigiris la dernière fois. Et alors Kuro comprend que c'est lui qui l'a nourri ce jour-là. Ensuite, Ramune lui explique qu'il guérira de son mal de ventre, mais qu'il ne pourra jamais cesser de voir des choses. Parce que c'est une capacité avec laquelle il était né et qui s'appelle l'étrange. Cette nuit-là, Ramune prévient la famille de Kuro qu'il est dans son sanctuaire. Le lendemain, Kuro avoue que non. Sa famille ne sait pas qu'il voit des choses. Et Ramune lui dit que c'est un mensonge, qu'il doit manger ce qu'il mange. Ce qui se passe, c'est qu'au lieu de digérer les corps étrangers qu'il avale, son corps les rejette. Devant l'étonnement de Kuro, il lui explique que ce qu'il avale, ce sont ses mots. Parce qu'il a toujours voulu parler de l'étrange avec quelqu'un, mais il n'a jamais pu, c'est-à-dire qu'il avale l'étrange avec ses mots. Ce qu'il doit faire pour guérir, c'est dire à sa famille ce qu'il vit. Tous deux se dirigent vers le dojo familial de Kuro. Kuro leur dit qu'il voit des choses depuis l'enfance. Ils se souviennent qu'il disait ça enfant, mais ne le croient pas. Personne dans sa famille ne le croit. Et alors ils commencent à l'appeler menteur. Ramune le convainc de continuer à essayer. Alors ils ont un plan. Kuro et son frère aîné s'affrontent dans un combat d'arts martiaux. Et avec une stratégie un peu sournoise, Kuro finit par immobiliser son frère. Dans cette position, Ramune s'approche de Kuro et place la fenêtre de renard dans son œil. Alors, Kuro peut voir l'étrange. Ensuite, les membres de la famille regardent par la fenêtre et comprennent ce que Kuro a vu toute sa vie. Ramune explique qu'il doit prendre des médicaments tous les jours avec sa nourriture et aller au sanctuaire tous les jours. Mais ainsi, il guérira. Kuro sort pour prendre l'air et se sentir libéré après tant de temps. Alors, l'homme au bâton et ses acolytes l'attrapent par derrière pour l'emporter. Kuro cria au secours et alors sa famille. Je vous rappelle que tout le monde s'entraîne au dojo depuis qu'ils savent marcher. Ils détruisent l'homme au bâton et sa secte. Après quelques jours, en allant au sanctuaire, Kuro, je peux être son apprenti. Koto, celle aux larmes de mayonnaise, dit à Ramune qu'elle veut le voir même après les examens. Ramune lui dit pas de soucis, mais il se souvient que Momiji l'a réprimandé d'être trop empathique avec ses patients. Alors il lui dit qu'il ne peut pas. Plus tard, il décide de fêter ça avec Kuro, car après un an de traitement, il est complètement guéri. Kuro décide alors de préparer un plat qu'il a envie de manger. Depuis ce premier jour où il s'est réuni avec Ramune et lui a promis qu'il pourrait la manger quand il serait complètement guéri. Avant de partir, Kuro demande à Ramune s'il doit arrêter d'aller au sanctuaire après guérison. Ramune lui dit qu'il peut continuer, mais se rappelant Momiji, il lui dit de ne pas se sentir obligé. Le lendemain, Kuro n'y va pas car il pense que Ramune ne l'aime pas. Ramune pleure avec Nico et Ayame. Pense que maintenant qu'il est guéri, Kuro ne veut plus être avec lui. Alors qu'il rentre de l'école, Kuro croise Momiji et dit que Ramune est préoccupé par quelque chose. Momiji avoue que dans le labyrinthe, il lui a dit qu'il devait quitter son travail s'il a trop d'empathie pour ses clients. Kuro demande pourquoi. Momiji explique que c'est parce qu'il a failli mourir en protégeant un patient, car il ne sait pas maintenir les distances sécuritaires entre un médecin et son patient. Kuro lui donne raison, mais aussi il se souvient que grâce à cela et sans les connaître, Ramune lui a sauvé la vie. En plus de cela, Momiji lui a dit que s'il continuait à agir de cette manière, il finirait par entraîner ses patients et son apprenti dans ses folies, ce qui est vrai, car une fois, Kuro s'est blessé lui-même pour empêcher Ramune de se blesser en le sauvant. Kuro donne raison à Momiji. Et Nico et Ayame lui donnent aussi raison en entendant Ramune. Mais Ramune ne veut pas arrêter de pratiquer juste parce qu'il est trop empathique. En classe, Shun se rend compte que Kuro est trop préoccupé. Alors il l'aide en le mettant de bonne humeur pour le soutenir comme Kuro l'a soutenu lui-même. Alors, Kuro se rend compte de ce qu'il doit faire pour Ramune, car il veut l'aider, tout comme Ramune l'a fait en lui sauvant la vie. Une semaine plus tard, Kuro emmène Ramune à un pique-nique où se trouve tout le monde qui l'a aidé. Shun, la fille mayonnaise, etc. Kuro explique que vouloir l'encourager, tous ont aidé, décorant le pique-nique ou cuisinant. Puis, Kuro fait un discours disant que même si ses traitements sont peu orthodoxes et le mettent en colère, il y a des patients que seul Ramune pourrait guérir, grâce à son besoin de s'impliquer dans leur vie et de son empathie. Kuro lui dit que s'il prend des risques pour guérir, il essaiera de l'en empêcher, car il ne doit pas tout porter. Pendant ce temps, Ayame et Nico amènent Momiji devant cette situation, pour qu'il comprenne que même si c'est difficile pour Ramune, cela fait du bien à beaucoup, y compris lui-même. Momiji s'éloigna en faisant le dur, mais heureux de voir son apprenti entouré d'affection. Ensuite, Ayame et Nico rejoignent le pique-nique et Ramune dit à Kuro qu'il pourra maintenant vraiment le prendre comme apprenti, car il est 100% guéri.